Bonjour et ravi de vous retrouver dans l'hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Et puis toujours avec nos éditorialistes. Un petit changement cette semaine, c'est Claude Régent, le merveilleux Claude Régent, le formidable Claude Régent de RFO, qui me paiera certainement le café après l'émission, après tout ce que je dis de gentil sur lui, qui remplace, si on peut toutefois employer ce verbe, Dominique Volton, qui est absent, il est en voyage aujourd'hui, il sera là avec nous la semaine prochaine, je l'espère en tout cas. En face de Claude Régent, Éric Zemmour, que vous connaissez bien, toujours journaliste au Figaro, hein, toujours. Toujours. Bon, et puis de l'autre côté de la table, on retrouve Francis Laloupeau. Bonjour Francis, vous allez bien? Ça va bien et vous? Bon, et puis le dernier de la liste, mais non le moindre, Nadir Djenad. Bonjour pour Beurre FM. Voilà, les présentations sont faites, on va vous donner notre adresse. Si jamais vous voulez pousser un cul de gueule, demandez si que Claude Régent revienne la semaine prochaine ou les semaines d'après. Je ne sais pas, ça peut arriver. hebdofrançois@rfo.fr hebdofrançois@rfo.fr. Au sommaire de cette édition, toujours, bien sûr, la crise financière qui, hélas, dure et s'amplifie et dont on ne voit pas vraiment la fin, le tenant et les aboutissants. Également, l'Afrique du Sud, on en a déjà parlé un petit peu la semaine passée, mais cette fois, l'éviction de Thabo Mbeki donne lieu à une possible scission au sein du parti au pouvoir, l'ANC. Et puis, la banlieue avec l'inquiétude d'un certain nombre d'élus, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui considèrent que le gouvernement abandonne la banlieue. On y reviendra tout à l'heure, mais d'abord, les bonnes nouvelles ne sont pas légion, alors on va commencer par une bonne nouvelle. Jean-Marie Gustave Leclésio est prix Nobel. C'est depuis 1985, je crois, 23 ans après le deuxième prix Nobel français depuis peu de temps. Ici, on est tous contents, je crois, de voir Jean-Marie Leclésio prix Nobel. Je voudrais vous faire une petite citation qu'il a dit il y a 2-3 jours, je crois, quand il a fait sa conférence de presse chez son éditeur, Gallimard. Il a dit la chose suivante, entre autres. La culture française est une culture de métissage. La langue française a reçu des apports de tous les coins du monde et ça continue. Ce qui est merveilleux avec la culture française, c'est qu'elle est un lieu de rencontre. Un avis que vous partagez sûrement, Éric Zemmour. Je partage jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je pense que... Alors, je répondrai à votre question. D'abord, je veux dire que j'aime beaucoup Leclésio. Mon livre préféré, c'est Désert, que je connais... je connais pas par cœur, mais vraiment j'ai adoré ce livre. Deuxièmement, je suis très content qu'on ait encore un prix Nobel parce qu'on n'arrête pas en ce moment entre la médecine et la littérature. Formidable, mon côté cocorico est ravi. Voilà. Le roman français reprend des couleurs. Exactement. Bon. Je réponds à la question. La citation. Je réponds à la question. Il appartient au monde, Leclésio. Justement, pas du tout. Justement, pas du tout. Alors justement pas. Et justement, je vais répondre à votre question. Allez-y, répondez donc à la question. C'est très simple. La culture française, ça dépend de ce qu'on appelle métissage. Si on appelle métissage le fait d'être innervé, d'être nourri par des apports venus de toutes parts, c'est une évidence. L'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça. Moi, je vais vous dire, l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, absolument. Moi, je pense que la France, c'est l'Europe. Je vais vous dire, il y a tout en France. C'est le monde aussi. Non, c'est l'Europe. Attendez, laissez-moi finir. Deuxièmement, si on estime que métissage et si on estime que rencontre, ça veut dire culture à égalité. Ça veut dire multiculturalisme, ça veut dire toutes les cultures se valent et doivent se marier à égalité. Là, je ne suis plus d'accord. Et d'ailleurs, Leclésio en est le contre-exemple typique. Quand vous lisez Leclésio, c'est d'une prose française limpide, d'un grand classicisme. En fait, la culture... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la langue française doit s'imposer. La culture française doit s'imposer aux autres qui nous apportent leurs apports. Parce que sinon, il n'y a plus. Sinon, la France n'est plus qu'un lieu de passage, qu'un territoire. Ce n'est plus une nation qui est dirigée, qui est fondée, forgée par sa culture et par sa langue. Alors, c'est ça la distinction entre les deux. On comprend bien. Francis Laloupeau, français ou mondial, Leclésio? Pardon, je finis, Francis. Et c'est comme ça que la langue française va à l'universel. Par la langue. Et j'ai fini. Alors, je vous laisse reposer votre question, Jean-Marc. Je disais donc, quand on écoute un petit peu Éric Zemmour, on a un certain point de vue sur Leclésio. Auteur français ou auteur universel? Forcément mondial, forcément universel. Parce qu'il est français. Et j'en atteste ici parce que, écoutez, je ne veux pas vous raconter une part de ma vie privée, mais mon histoire personnelle avec la France, par exemple, le fait que je sois venu un jour en France est intimement lié à l'œuvre de Leclésio. Il s'est passé quelque chose il y a
quelques décennies. J'ai connu le Clésio, j'avais 16 ans, et j'ai clamé depuis, souvent d'ailleurs contre l'avis de beaucoup de gens à l'époque qui ne lisaient pas le Clésio, parce qu'à l'époque c'était des petits tirages confidentiels, mais des tirages précieux. À l'époque où il écrivait, après le procès verbal, il y a des livres fondamentaux, me semble-t-il, comme L'extase matérielle ou Les géants. Et j'ai toujours pensé que le Clésio était le plus grand écrivain du XXe siècle, et peut-être un des plus grands écrivains de tous les temps. N'exagérons rien. Écoutez, c'est mon opinion. Il a le droit de te penser. À la question d'ailleurs qu'on lui posait, vous savez que j'étais le très Clésio a heureux. répondu Julien Gracq. J'étais très heureux qu'à travers le temps, le grand public l'a découvert, notamment par Désert, quand il a eu donc un prix enfin en 80 qui récompensait. Il a eu le prix Renaudot. Non, Procès Renaudot, verbal. c'était le procès verbal. Procès verbal. Non, beaucoup plus tard. C'était le prix de Paul Morand, je crois, qui a été décerné pour la première fois en 1980, qui récompensait la totalité de son œuvre. Et aujourd'hui, le prix Nobel. Voilà. Je crois que c'est la reconnaissance avant tout. Vous avez rencontré le Clésio autrement que par le livre? Je ne vous ferai pas cette confidence, disons Non, que ça ne me regarde pas. Vous en avez trop dit ou mais, pas assez. Mais c'est une, je veux dire, il y a une charge personnelle dans ce que je vais dire. Il y a une charge émotionnelle, ça s'entend bien. Émotionnelle, oui, et je peux vous dire que j'ai une grande émotion, j'ai ressenti une grande émotion quand j'ai appris donc l'annonce de ce prix Nobel. Et j'aimerais simplement témoigner ici et je maintiens que c'est le plus grand écrivain du XXe siècle, parce que simplement, juste pour je ne vais pas faire très long, rassurez-vous, quand on lit le Clésio, je veux dire, d'abord, je crois que le Nobel a récompensé l'authenticité de l'écriture, la vérité de l'écriture, la sincérité de l'écriture, les fondements même de l'écriture, parce que le Clésio n'était pas un écrivain grand public. Les gens le lisent depuis quelque temps, depuis des années, etc. Mais ce ne sont pas des livres toujours faciles à lire. Parce qu'il y a une exigence, effectivement, de l'écriture. Parce que nous allons, à chaque livre de Clésio, aux sources de l'écriture. Parce que chaque livre rappelle simplement une chose. Et moi qui suis très attaché à la littérature, j'en sais gré à le Clésio chaque jour, c'est cette exigence qui rappelle simplement, et il le dit d'ailleurs souvent dans ses livres, que l'écriture, au fond, c'est quoi? Il a dit une fois, c'est le bruit du monde. Plus loin encore, c'est au fond cette capacité qui est donnée à certains, ou que certains s'imposent, ceux qui ont vocation d'écrire, de pouvoir, je veux dire, produire cette architecture mystérieuse, faite de signes, de bruit, de mouvement et de musique. Bon, eh ben, on découvre un Francis Taloupeau critique et amoureux de le Clésio. Nadir. Moi, juste, allez-y, Nadir. Une chose, oui, je suis pas un aussi bon connaisseur de l'œuvre de le Clésio que Francis, mais toute chose, moi, quand j'ai appris la nouvelle, tout de suite, je me suis dit, c'est un pied de nez à tous ceux qui disaient que la culture française était morte. Ouais, c'est vrai qu'on a eu ce débat ici. Un certain journaliste américain, la culture Donald française est Morrison, morte. qui affirmait que le pays de Proust, le pays de Piaf, le pays de Monet avait cessé d'être une superpuissance. Qu'on était devenu un musée, quoi, voilà, quelque exactement. part. Donc c'est un véritable pied de nez. Et tous ceux qui pensent cela, d'ailleurs aujourd'hui, doivent rire jaune aujourd'hui. Donc c'est la première chose vraiment que je vois. Mais par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion de superpuissance culturelle. Je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Est-ce que Pour dire clairement, vous n'êtes pas d'accord avec Éric Zemmour, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que la France doit être une superpuissance culturelle? Est-ce qu'une superpuissance culturelle doit exister? Je suis pas trop d'accord avec cette notion-là. Moi, je voudrais continuer parce que je sais pas si vous avez lu, c'est le jour des citations, désolé, les attendus du Nobel, mais il a été, Jean-Marie Le Clésio, nobelisé, entre autres parce qu'on le considère, du point de vue des Nobel, comme l'explorateur d'une humanité au-delà et en dessous de la civilisation régnante. Ce qui pourrait quelque part nous amener à un Jean-Marie Le Clésio nomade, à un Jean-Marie Le Clésio expression d'une certaine diversité. Et qui est métisse. Son père est mauricien et sa mère française, quand même. Alors, je pense qu'il faut quand même insister là-dessus, même si c'est pas l'universalité. Qu'est-ce que c'est l'universalité? Quelqu'un qui se réclame de ses non pas de ses racines, et c'est très précis, il nous l'a dit dans un reportage que nous avons diffusé hier, pourquoi pas le dire. Bah oui, il faut suivre François, il a dit une chose assez jolie, il dit je n'ai pas de racines
racines, j'ai des origines. Ce qui est quand même très intéressant parce que là, on est dans l'universel. Et puis bon, un père mauricien, et puis un rapport justement avec l'île Maurice très particulier. Il écrit un livre sur l'île Rodrigue. Bon, c'est quand même, on est dans l'universel. Et le connaisseur du Vanuatu. Il connaît bien sûr toutes ces et il habite à Albuquerque. Enfin bon, c'est quand même des choses qui sont... On sent un français universel au moins. Le français est universel. Éric Zemmour, tous les Français et tous les écrivains français n'ont pas ce rapport au monde qu'a le Clésio. Le français doit être la 13e langue parlée au monde et mais encore. Attendez, ce que je veux dire, c'est que le français a une vocation universelle. C'est vous qui le rabrouez et qui le limitez au berceau de cette langue merveilleuse qu'est le français par ailleurs. Pourquoi a-t-il une vocation universelle? Mais tout simplement. Où elle s'écrit? Mais c'est tout simplement parce qu'il a une volonté universelle. Il exprime des sentiments universels. Il a une vocation universelle. Il était parlé dans toute l'Europe. Mais pas du tout. Il était parlé. Mais non, vous connaissez les langues qui ne sachent pas parler d'amour, qui ne sachent pas parler de guerre, qui ne sachent pas parler d'angoisse. C'était la langue qui était parlée dans toute l'Europe pendant des siècles. Attendez, Éric Zemmour, c'est la langue de la culture par excellence. C'était la langue. C'était. Le latin aussi a été parlé dans toute l'Europe. Mais absolument. Jean-Marc, je pensais que vous nous invitiez autour de cette table pour donner nos commentaires et nos opinions en tant qu'éditorialiste. Mais là, j'entends depuis quelques minutes Éric émettre des incantations. Mais pas du tout. Je ne sais pas quelle est la portée, la vertu de ces incantations. C'est pas parce que, mais même le côté, je vais vous dire, même l'obsession du métissage, des cultures vaincues. Vous dites exactement le contraire de Leclésio, qui dit qu'en fait, le français continue d'exister par sa diversité et par ses apports culturels. C'est vous qui l'interprétez. Ah, bah écoutez, je vais vous faire une petite... Voulez-vous que je vous fasse une petite citation? La diversité, écoutez, je vous la fais. Je vous la reprends. La culture française est une culture de métissage. La langue française a reçu des apports de tous les coins du monde et ça continue. Mais oui. Et c'est ça qui est merveilleux avec la culture française. C'est un lieu de rencontre. Donc il dit bien justement que le français... C'est le contraire de ce que non, vous mais dites. pas du tout. C'est justement... Mais jusqu'à... Tout à fait la même chose. Jusqu'à ce discours-là de métissage, multiculturalisme. Jusqu'ici, vous aimiez bien le Clésio, j'adore maintenant... le Clésio, mais non, je sais ça. Ouais. Je sais sur le Clésio, je connais. Il a un côté chiracien, il a un côté non, art premier. mais oui, non. il a un côté admiration des arts premiers. Oui, admiration des arts premiers. Des civilisations vaincues. Mais si, mais c'est très sympathique et c'est très français. Il n'est pas admirateur de... Je vais vous dire. Il n'est pas admirateur de... Dans Michelet, c'est un rapporteur... je vais vous dire quelque chose. Allez, c'est un rapporteur des mouvements, et des mondes perdus. Quand vous lisez c'est un nomade. Comme Onitsha, par exemple, qui se déroule... J'aime moins Onitsha que Désert. Qui se déroule... Bah oui, enfin, vous avez le droit. Bah oui. Mais ça, il a le droit. Il est aussi bien écrit sur le Mexique. Absolument, j'aime beaucoup. Notamment, par exemple. Absolument. Alors, Onitsha, c'est un livre dont le contexte se situe au Nigeria. Mais quand vous lisez ce livre, bah écoutez, vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est écrit par un Français, un Nigérian ou un Mongol quand même, que ou vous un le vouliez Esquimau. ou non, c'est écrit par un Français. Bon, et c'est un point de vue on n'en sortira pas. Éric Zemmour a le côté très français gaulois têtu. C'est l'apport d'un écrivain, d'un artiste à l'œuvre. Je crois que personne n'a nié ici que le Clésio était français. La question, c'est le patrimoine mondial qui s'honore. Mais alors, on va laisser. Et Racine aussi, c'est le patrimoine mondial et il n'y a pas plus français. Shakespeare aussi, il est anglais. Donc, je vois pas très bien où vous voyez parce que Racine fait partie du patrimoine mondial. Shakespeare aussi. Non, parce que vous n'allez pas défranciser le Clésio. Ça, c'est quand même incroyable. Mais si, vous êtes en train d'en faire un écrivain universel. Heureusement. Qui vit aux États-Unis. Et alors, mais il est imprégné de culture française. Sans la culture française. Ce que je veux dire, je vais le dire mieux. C'est le meilleur hommage qu'on puisse faire. Je vais le dire mieux. Sans la Clésio. culture française, sans l'apport. Le Clésio n'existerait pas. Exactement. Nous sommes d'accord. Vous voulez dire Ça, que c'est vrai. Sans la culture française, le Clésio sans n'existerait pas. Racine, Flaubert et Stendhal, il n'y a pas de le Clésio. Que vous le vouliez ou non. Bon, mais la littérature est universelle. Mais évidemment, justement, c'est puisqu'on pas parle de incompatible. littérature, j'ai une dernière question à poser à Claude Régent. Les Italiens n'existeraient pas. Ouais. On va aller un peu plus loin ou un peu ailleurs. Alors moi j'écoutais encore ce matin sur la radio, mais je crois que vous les avez tous vus, entendus, lus, parce qu'on n'arrête pas. D'un côté, un dénommé Michel Houellebecq, je crois, et un autre qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, qui ont écrit à quatre mains un livre chez deux éditeurs, Le coût littéraire de la rentrée.
De l'autre côté, le Clésio qui se fait plutôt rare, c'est le moins qu'on puisse dire, Discret. sur les écrans, discret, sur les écrans. Alors, Pudique, ces deux pudique, conceptions, pudique. ces deux conceptions de la littérature, deux faces opposées. C'est pas des conceptions opposées de la littérature, ce sont deux conceptions opposées de la place de l'écrivain. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on peut très bien être médiatique, on peut très bien passer très bien à la télé et être aussi un bon Bien écrivain. sûr, bien sûr, C'est que je crois qu'il faut. Vous dites se pas ça pour défier. Houellebecq ou Bernard-Henri Lévy. Mais non, en plus, très franchement, il y a pire. Excusez-moi, on va pas. absolument. Parce que Guy Descartes, j'étais- oui. Mais oui, Guy Descartes, ouais, oui. non, il y a bien Non, mais pire. si c'était vraiment très mauvais, il y a un Bien sûr. moment où les lecteurs auraient Bien décroché. sûr, Je suis bien désolé. Oh, alors là, je vous trouve bien optimiste. Non, non, moi je trouve qu'il a raison. Je fais toujours confiance quand même au bon sens. On sait trier le bon grain de livret dans ces matières-là. Bon, il aime bien Et donc- Houellebecq et oui, il non, aime mais bien aussi c'est- Bernard-Henri Lévy. c'est quand même Vous êtes un peu important. œcuménique comme Non, mais garçon, pas du hein, tout. Claude Je veux Régent. dire que le Clésio, lui, il a un autre registre, on le sait bien, il est dans la modestie, la retenue, j'ai une parole rare. Mais ma foi, ça n'empêche pas d'être lu. Donc, à la limite, soyons clairs, et pourquoi pas un peu démago dans ce domaine. Mais l'essentiel, c'est que les bouquins soient lus. Si on est lu parce qu'on est désiré et rare, et si on est lu parce qu'on est exposé, tant mieux. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est deux stratégies de marketing littéraire, et après tout, c'est très bien Est-ce que qu'il y en vous ait pensez que plusieurs. le Clésio a aussi une stratégie de marketing Mais littéraire oui, Non, même s'il ne la conçoit pas comme ça. Non, mais- Même si la Bah, c'est pas un être là. pu. Arrêtez, vous allez pas nous faire. C'est pas vrai. Il- Pourquoi vous voulez chercher la stratégie, le marketing, devant Cher les Francis, aptitudes au monde? Mais parce qu'il y a une stratégie dans tout. Moi, je crois pas que Ouais. un saint n'existe pas. Ou alors, il faut nous refaire le coup de Jésus-Christ. Mais vous savez, ça a mal fini. Parfois, cette- parfois- Surtout pour lui. Après, donc, Surtout pour lui. la naïveté, c'est bien, mais il y a des Non, limites. mais non, mais Bon, le- donc il y a le deux regard de stratégies. l'autre peut aussi réinventer l'autre, vous savez très bien. Bien sûr, c'est vrai. Alors, on en Et en reste plus, là sur- pour reprendre Oui, notre discussion, oui, Houellebecq oui. et BHL, Oui, c'est aussi oui. très français, même dans son ridicule, parce qu'il y a un côté. C'est même germano-pratin. Et oui, c'est Ah. l'intellectuel. Ça s'arrête entre le café Eh de ben, ça Flore fait et les rien, deux oui, moi, je magos. prends Hein. tout. Après, il y a un peu de mal. Moi, je prends tout. Vous voyez, je suis pas sectaire, je prends tout Est-ce dans la littérature. est-ce que Voltaire aurait refusé de passer à la Non, télé? Voltaire, il sera à la télé tous les jours. Non, mais Voltaire, Je pense lui, avait qu'il du serait- talent. Non, Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Non, mais Houellebecq et BHL ne sont pas. Moi, je suis d'accord avec Ouais, les gens. ouais. Ils ne Vous sont aussi, pas. vous êtes œcuménique aujourd'hui. Non, hein. mais il faut accepter des choses différentes, Bon. même des choses qui nous énervent. Mais bien sûr. Moi, Houellebecq. Ah non, mais attendez, Houellebecq et BHL On accepte. m'énervent souvent, Ouais, mais ça ouais. fait rien, ça fait partie de Ça fait partie de l'activité culturelle. Exactement. Voilà. Bon. Et le Clésio vit différemment, mais c'est je suis tout. d'accord. Ouais. C'est bien d'ouvrir avec la Pas le culture. tout. C'est notre façon de Non, vivre, mais c'est oui, pas mais- forcément de la Francis, stratégie. Mais ça fait On rien, en la stratégie, parlera. c'est pas une insulte, Francis. Francis. Non, non, je précise. On en parlera à la fin de l'émission, C'est une puisque je vois. précision. Je pensais que sur ce sujet, nous allions être presque unanimes en me disant tiens, pour une fois, on va aborder un sujet. Mais Eric nous a pas du amené tout. Eric sur, Zemmour, le- comme d'habitude, a joué le vilain petit canard. Mais Bon. je suis fier d'être on- un petit canard. On va revenir à des choses à la fois plus prosaïques et un tout petit peu plus anxiogènes. La semaine dernière, on a déjà parlé de la crise financière. Je voudrais qu'on en reparle un peu cette semaine La parce que transition est parfaite. ouais, ça, je dois dire, c'est un peu difficile. Plus de 15 jours déjà, et cette crise continue de s'amplifier, malgré des mesures prises par plusieurs États, des discours de politique avec des annonces faites. Les bourses du monde entier continuent à s'enfoncer dans la baisse. On le voit encore, je crois qu'on a vu qu'aujourd'hui c'était moins 10% pour la bourse de Paris. Alors moi j'ai un peu demandé, Claude Régent, comment est-ce qu'on peut expliquer cette panique et cette espèce de surdité des milieux financiers? Les États ne font pas assez? Les finances en veulent plus encore? Les financiers en veulent plus? Ou il y a un vent de panique? Je suis toujours étonné parce qu'on se pose, nous, entre journalistes, des questions auxquelles aucun économiste mondial n'a de réponse. C'est-à-dire, pourquoi cette panique? Ben moi, pour m'expliquer ce que c'est qu'une panique, excusez-moi, j'ai du mal. Alors simplement, on les connaît, les raisons. C'est que tout ça, ce jeu de bourse notamment, fait que quelqu'un vend, et puis deux, et puis trois, puis ça y est, boule de neige, c'est terminé, tout est par terre. Parce que baisser de 10% en une séance comme ce vendredi, ça fait beaucoup. Et ça fait, si j'ai bien compris, la bourse de Paris est en train de perdre la moitié de sa valeur en 6 mois. Tout ça pour dire qu'à la limite, sans être un grand économiste, ça va remonter, ça va faire du yo-yo. Il y aura de la casse, mais quelque part, tant mieux. Ça sera quelques traders qui auront perdu leur culotte. Moi, je suis assez content. Je pense même qu'on devrait la faire à l'ancienne. Et on a baladé quelques-uns dans les rues avec un encan, et puis comme ça. Ah, moi, avec j'occupe que tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas que moi qui Des œufs pourris et les tomates. Il y a un moment où on se dit, il y a un moment où on se dit, bon, puisqu'il y a des faillites, tant mieux. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus gênant, c'est que, comme vous le savez, c'est que le contribuable bête, le gars de la base, l'Islandais,
des moyens, celui-là, il est très mal. Parce que de toute l'Island des façon, moyens, au bout du compte, il va avoir des gros soucis. Et peut-être Éric Zemmour, et puis ensuite je poserai une question encore. Moi, je voudrais dire que j'aimais bien sa réponse parce que on a toujours surestimé ces gars-là. Moi, je pense qu'il ne faut pas les surestimer, au Vous parlez contraire. des experts Non, pas du ou tout. des financiers. Des traders. D'accord, les financiers. Ils gagnent marchent petit, toujours à l'émotionnel. ouais. Ils sont. Il y a eu un livre très intéressant sur qui adoptait, vous savez, la vieille théorie de René Girard sur le désert mimétique à la bourse. Ils sont imprégnés de désir mimétique. En clair, c'est les moutons de Panurge. Voilà, c'est les moutons de Panurge. C'est les moutons de Panurge. En plus, ils ne rationalisent pas. Alors là, Francis me reprenait sur la stratégie de Leclésio, mais eux, ils ont rarement des stratégies comme ça à long terme. Pour moi, c'est noble d'avoir une stratégie à long terme. Eux, ils n'en ont jamais. Alors, ce qu'il y a, donc c'est les moutons de Panurge, donc ils vendent, c'est la panique, c'est l'émotionnel qui gagne toujours. Il y a une seule chose quand même qui, je crois, là, je parle sous le contrôle de Francis, relève de la stratégie, c'est que je pense que nous commençons à vivre le moment où les vrais puissants sont en train de racheter les victimes. Là, vous dites qu'il y a un tremblement de terre dans la finance et que les grosses banques qui rachètent les plus petites ou celles qui sont en faillite. Là, c'est la guerre. C'est-à-dire il va y avoir des morts et donc des gens qui vont gagner la guerre. Par exemple, quand l'État français rachète Dexia, ça c'est un coût extraordinaire qu'on n'a pas encore bien analysé. C'est-à-dire que c'est la Belgique qui a été abandonnée par la Hollande. Ça c'est une claque dans la tête des Flamands qui croyaient qu'ils étaient frères avec les Hollandais. Et c'est les Français qui rachètent la plus grande banque belge. Pareil. Mais les Belges rachètent la BNP aussi. Alors, non, 5%. L'État belge devient actionnaire de la BNP Paribas, banque française. Il ne domine pas dans l'État, il domine pas. Deuxième, un truc intéressant que je vois arriver, qui est formidable, c'est le retour de la finance japonaise, qu'on croyait complètement mort, et je vois que quand je lis, ils commencent à racheter. Ils ont connu une prime. Voilà, on va laisser Eric finir. Il y a Nadir Djenad qui voulait la parole aussi après. Ils commencent à racheter eux aussi des banques, des banques qui sont à la ramasse. On comprend bien. Les financiers, le jeu de Monopoly a repris, et les grands vont manger les petits. Mais nous, pauvres de nous, Nadir Djenad, qu'allons-nous devenir? Je veux dire par là que j'ai l'humour du désespoir, comme je disais, la politesse du désespoir la semaine passée, mais on commence à parler extrêmement sérieusement de conséquences sur l'emploi. Effectivement, le Premier ministre d'ailleurs l'a avoué à l'Assemblée nationale mercredi. Il y aura bien des conséquences sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur le chômage. Effectivement, là, on le sait de plus en plus. Mais là, c'est une volonté de faire peur ou c'est une réalité? C'est une réalité. Je pense que c'est le ton de Nadir qui me fait. Ah oui. C'est une réalité. La France a peur. Et à moins que la France a peur, ça c'est une vieille discussion. Ça. En plus, il y a le FMI également qui a rendu son rapport mercredi. Alors je ne sais pas s'il faut encore aujourd'hui faire confiance au FMI, mais bon, il se trouve qu'il y a il se trouve qu'il y a une instance, il y a des gens qui réfléchissent à ces choses-là. Donc le FMI a estimé que la crise financière allait anéantir la croissance en 2009 et que tous les pays riches allaient être concernés. Aucune zone ne sera épargnée. La récession n'est plus un mot tabou. Exactement. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'inquiète aussi, on parle beaucoup de la confiance. Et on entend beaucoup dire que, par exemple, les banques, maintenant, il n'y a plus de confiance entre les banques, que c'est chacun pour soi. Les banques ne veulent plus se prêter de l'argent entre elles. Donc là, on peut se dire, où va-t-on? Il n'y a plus de confiance, il y a de la défiance. La journée du 6 octobre, lundi dernier, a été une journée catastrophique sur les marchés boursiers. Toutes les bourses se sont effondrées d'un coup. C'était vraiment une journée de défiance absolue. Où va-t-on? Bon, que peuvent faire les gouvernants, que peuvent faire les institutions financières? La Banque mondiale, 6 banques centrales Oui, elles ont baissé d'un demi-point les taux directeurs. On tentait de faire un coup mercredi dernier en baissant leur taux d'intérêt de manière concertée. Oui. Une petite parenthèse pour que tout le monde comprenne bien. Baisser son taux directeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crédit est un petit peu moins cher pour les banques. Puisque les banques centrales... Et donc pour les gens. Et donc par répercussion pour les gens. Voilà. Parce que comme c'est un peu compliqué en plus, tout ça... Claude Régent voulait dire un mot, puis après j'ai une question à vous poser. Non, mais la difficulté, c'est que pour les particuliers, ils vont le voir avec retard. Surtout chez nous en France, puisque la crise chez nous
sera beaucoup moins rapide et brutale qu'aux États-Unis, puisque là, on sait ce qui s'est passé avec les crédits hypothécaires. Parce que nos banques sont elles sont un peu moins engagées. Exactement. Parce qu'elles sont plus régulées. Et c'est tant mieux. Un peu moins dérégulées. Est-ce que quelqu'un ici croit au nuage de Tchernobyl financier qui serait arrêté à la frontière française? Il faut arrêter. Non, mais je n'ironise pas. Je dis, est-ce que quelqu'un y croit? Mais oui, justement. Je pense qu'effectivement, il y a bien, et heureusement, une exception française là-dessus. Pardonne-moi, Claude Régent, un tout petit point d'histoire. Déjà en 29, tout le monde a oublié. Mais déjà en 29, le système financier français était moins engagé dans la spéculation que les Américains, les Anglais et les Allemands. Et ça nous a protégés, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui. En revanche, ce qui va se passer, c'est qu'on sait très bien que les économies sont interdépendantes. Et que si les États-Unis c'est pour ça que je parlais du nuage de Tchernobyl. Si les Anglais s'effondrent, il y a un problème pour nos débouchés normaux, etc. Par voie de conséquence, c'est la théorie des dominos. Il est plus économique que financier, justement, c'est beaucoup nuage de plus Tchernobyl. économique, effectivement. Et les inquiétudes, elles sont plus à ce niveau-là. Elles sont aussi au niveau du bâtiment. On rappelle toujours cette fameuse phrase quand le bâtiment va, etc. Là, il risque d'aller moins bien pour des tas de 130 000 c'est justement d'emplois. Là, vous avez bien raison de parler du bâtiment. C'est pas que quand le bâtiment ne va pas, tout ne va pas. C'est que c'est le bâtiment qui est à l'origine de cette crise. Bien sûr. Parce que c'est la spéculation immobilière folle des Anglais, des Américains, accessoirement des Espagnols qui avaient suivi le modèle. Qui ont été les premiers à chuter d'ailleurs. Mais évidemment, parce que il y a une crise immobilière terrible en Espagne. Parce que c'était justement, ça fondait sur l'endettement, et l'endettement, c'était les banques. Encore une fois, nous ne sommes pas les meilleurs économistes du monde, mais il y a aussi des choses qui sont en parallèle et qu'il ne faut pas oublier. Le pétrole qui baisse. Ça peut être favorable pour une reprise. Alors, on va en parler. Moi, il y a quand même, je voudrais qu'on revienne à juste un détail par rapport à l'immobilier. Moi, je pense que tout le monde aujourd'hui rend coupable la crise des subprimes comme étant le déclencheur de cette crise. Je crois en fait que la crise des subprimes était simplement un symptôme d'une crise qui existait déjà. Donc, je pense une crise systémique peut-être même. Moi, je voudrais poser une question d'éditorialiste, réponse pour éditorialiste moyen et non pas spécialiste économique comme dit Claude Régent. Il y a une chose qui est quand même assez extraordinaire. Le gouvernement anglais vient d'annoncer un plan de nationalisation partielle de ses banques. On croit un peu rêver quand même, parce que le parangon du libéralisme en Europe, le pays le plus ultra-libéral, qui disait hier que l'État était le problème et pas la solution, demande aujourd'hui à son propre État de faire le sale boulot. Je crois qu'on Claude Régent, et ensuite Nadir, Claude rapidement. Moi, à mon avis, on joue un peu sur les mots. Il ne s'agit pas de nationalisation. Nationalisation partielle, c'est ce que disent tous les journaux anglais. Oui, mais nationalisation partielle est donc provisoire. C'est une solution d'urgence. On y va. Vous savez qu'il arrive souvent que le provisoire dure longtemps, Claude Régent. Non, parce que si de toute façon tout cela va rebondir, on le sait bien. Enfin, je fais pas preuve de. Il va y avoir un rebond, pas aussi haut. Il y aura de la perte. On le sait, tout ça. C'est à peu près. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? Ces rachats vont générer de nouveaux achats par une nouvelle privatisation. Ouais. C'est un peu demain, on rasera gratis votre histoire. Non, mais le terme nationalisation me paraît excessif. Voilà. On le dira aux journalistes anglais, nos confrères. Ça peut être une solution parce qu'il y a quand même un précédent lors de la crise asiatique il y a quelques années. La Corée du Sud, vous savez ce qu'a fait la Corée du Sud? Elle a nationalisé son système bancaire. Et qu'a fait le gouvernement? Et qu'a fait le gouvernement après? Le gouvernement a vendu ses banques 5 ans après, et ça a généré des profits considérables pour les contribuables. Donc, je pense que la nationalisation. Pouvez-vous répéter ça? Votre voix est doux au miel des gens qui nous écoutent. Ça a donné des bénéfices aux contribuables. Alléluia. Je crois que malheureusement, on est encore un peu loin aujourd'hui. Non, parce qu'en même temps, on peut renverser. C'est ce que vous citiez, je me souviens la semaine dernière, Attali, qui disait cette nationalisation, c'est la grande victoire des financiers, parce que quand ils gagnaient de l'argent, c'est l'histoire du libéralisme. Leurs bénéfices étaient pour eux, et privés, socialisation des pertes. Pertes socialisées. Voilà. On paye quand ils perdent, ils gagnent quand ils gagnent. C'était important. Voilà. Dernière question, c'est pour vous, Francis, parce qu'on vous a pas beaucoup entendu. On entend les politiques. Bon, là, on vient parler de cette nationalisation. Le mot ne convient pas à Claude Régent. De cette façon dont l'État anglais intervient sur ses banques, on va être prudent parce que Claude Régent va encore me faire une remarque. Mais quand même, les politiques, ils n'arrêtent pas. Bush a fait, je crois, 16 discours en 17 jours. Nicolas Sarkozy doit pas en être loin. Angela Merkel fait des déclarations tous les jours, Gordon Brown aussi. Et on a l'impression qu'ils sont totalement inaudibles, en tout cas vis-à-vis des milieux financiers. On a l'impression de gens qui se débattent, qui font des déclarations, qui deviennent anxiogènes parce qu'elles ne sont jamais suivies des faits, en disant rassurez-vous, braves gens, nous veillons. Mais les politiques, ils ont encore une utilité dans cette crise, ou ils courent après.
ils courent après, ils font aujourd'hui ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser de faire. Tout simplement, ils interviennent là en situation d'urgence comme des pompiers, alors qu'ils auraient dû simplement, pendant des années, renoncer. Ils auraient dû renoncer depuis longtemps déjà à cet axiome comme ça qui, à un moment donné, a indiqué que le marché pouvait s'autoréguler et que l'État pouvait se mettre en retrait. Voilà. Aujourd'hui, leur parole est moins fiable qu'hier. C'est parce que les politiques se sont inclinés il y a devant 10 ans devant le marché qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de prise, évidemment, parce qu'ils ont renoncé à leurs armes. Voilà. Ils ont adoré le veau d'or et aujourd'hui, le veau d'or leur pète entre les mains. C'est pour dire que je suis d'accord avec Francis. Mais ils ne sont pas inaudibles puisqu'ils agissent aussi. Mais on parlait de 700 milliards qui ont été débloqués. 700 milliards de dollars pour les États-Unis, oui. Le fameux plan. Il y a une semaine, nous étions en attente, suspendus à la décision. Est-ce que ce plan allait être adopté ou pas? Quelques heures après notre enregistrement de cette émission, on a annoncé, c'était la grande nouvelle. Il a été adopté. Et 2 jours après, plouf, plus rien. C'est-à-dire, on croyait que c'était le plan c'était le plan miracle. Rien du tout. C'était le plan résolutoire de cette crise au niveau même mondial. Et bien, on se rend compte simplement que le problème est beaucoup plus profond que cela et que nous ne sommes qu'au début de la crise. Francis, pour renforcer ce que vous dites, j'ai écouté l'autre fois un monsieur qui était le vice-président de Wall Street, de la bourse de New York, Georges Hugues, un Belge, donc un orfèvre en la matière. Le journaliste lui posait une question en lui disant c'est un 11 septembre financier. Réponse de Georges Hugues, je souhaiterais que ce soit un 11 septembre financier, je crois que c'est beaucoup plus grave. Je crois aussi. Textuellement, hein. Textuellement. Bon, on aura le temps d'en reparler. Claude Régent veut dire quelque chose encore. Il me semble que d'où la pertinence de ce qui au départ, moi, me paraissait curieux, de réfléchir sur la réforme du capitalisme. Alors ça paraît complètement... Vous voulez réformer le capitalisme? Et pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Il faudra, en tout cas, il y a Monsieur Keynes qui doit se retourner dans sa tombe de satisfaction, n'est-ce pas? Parce que tout ça, c'est la revanche de Keynes sur Milton Friedman. Dans leur combat séculaire... Attendez, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Pardon. Oui. Comme je me suis plus exprimé sur la question, je rejoins Claude Régent et je pense que Claude Régent vient de toucher le fond du problème et c'est ça qu'on ne veut pas aborder. Mais c'est une réalité parce que dans les discours qu'on entend de ceux qui sont toujours très attachés à ce libéralisme. Non, on appelle ça avec... Ils disent le capitalisme doit se moraliser. Ce sont des litotes ou des euphémismes. Le tigre doit cesser de rugir. Le nuage ne doit pas produire de pluie. Je vous remercie, Jean-Marc. Vous pouvez continuer comme ça longtemps. Non. Dans le discours de Toulon, cela, de Nicolas Sarkozy était emblématique de cet état d'esprit qu'on trouve chez les libéraux, chez les néo-ultra-libéraux. Nicolas Sarkozy disait, écoutez, c'est une crise du système financier, du néolibéralisme. Ce n'est pas une crise du capitalisme. C'est ça. C'est pas une crise de système. C'est pas une crise du capitalisme parce que le capitalisme, il y a des gens mal intentionnés et irresponsables, mais c'est pas le système. Donc voilà, vantant effectivement toutes les vertus, l'éthique du capitalisme. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de système alternatif. Non, ce qu'il faut surtout souligner, c'est ça le vrai problème. La vérité simple à dire, c'est que c'est basique. C'est de dire simplement que le néolibéralisme, ce libéralisme-là, ce capitalisme financier est un avatar du capitalisme, c'est un produit du capitalisme, et c'est un peu embêtant aujourd'hui que les capitalistes jettent le médecin qui a donné le monstre qu'ils ont produit. C'est-à-dire, c'est bon. Non, mais ça, on est d'accord. Je veux dire pas ce qui peut non, mais cette distinction du capitalisme financier et industriel est ridicule. Il ne faut pas remplacer, je veux dire, il ne faut pas penser guérir une crise par un mensonge politique qui pourrait devenir récurrent. Et il faut se poser aussi la question, pour rejoindre ce que disait Francis, se poser la question d'aujourd'hui, qu'est-ce que le métier de banquier ? Est-ce que le banquier doit rester à ses fondamentaux, c'est-à-dire prêter de l'argent, s'occuper de ce qu'on appelle l'économie réelle, ou alors doit-il investir, s'aventurer dans des... Quand la loi est bien faite, mais quand la loi est bien faite, ce qui était le cas en France, ce qui était même le cas aux États-Unis avant Clinton, 99, l'abolition de la loi Glass-Steagall, excusez-moi mon accent, les deux sont séparés. C'est-à-dire qu'on a des banques de dépôt des banques d'affaires. Et des banques d'affaires. Ce qui est un peu le cas en France. Et ben c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'on a dit avec Claude tout à l'heure, le système français est moins fragile. On va finir cette discussion parce qu'on est un peu en retard. Comme c'est. Non, mais j'allais dire que c'est dommage parce que la gauche, pour parler de la France, pour revenir en France, faut plaisir. Absolument. Francis a réussi à parler de la gauche. Ah oui, alors. La gauche a quelque chose à dire peut-être. Mais la gauche, c'est une opportunité historique aujourd'hui. La gauche, écrivez-leur. C'est absolument. Francis, écrivez-leur. Cher Francis. Écrivez-leur qu'il fasse quelque chose.
Ah oui, c'est C'est bien. absolument- De gagner idéologiquement Alors, et de perdre politiquement. Pardonnez-moi. Vous Pardonnez-moi. avez entendu la formule J'ai de Claude entendu. Régent. C'est insupportable. Mais Une victoire pardonnez-moi, idéologique. Cette gauche Une atone victoire. Mais face c'est à normal. une crise. C'est normal, Francis. C'est Ou- elle. alors qu'elle- c'est elle a elle des qui a. arguments. Mais elle a Mais- aucun argument. mais- Je vais vous dire pourquoi. Mais vous Elle allez- aussi, c'est vous allez me dire elle pourquoi. aussi. Attendez, pourquoi. Francis. Elle aussi s'est prosternée devant le veau d'or. C'est elle. Mais c'est elle. Le marché J'ai cité européen. tout à l'heure Ce n'est pas l'abolition parce de que la gauche Lionel a des Jospin. faiblesses. Laissez-moi finir 2 secondes. Ben oui. J'ai cité tout à l'heure l'abolition de la C'est loi. vous qui me laissez pas finir. Pardon, Eric. Francis. C'est vrai. Pardon, Francis, on vous laisse terminer. Pardon, Francis. Le Pardon. débat C'est est vrai. relancé. Excusez-moi, Francis. Non mais allez vite parce que Excusez-moi. on a 6 ou 7 minutes de Voilà, retard non, déjà. non, non, Francis. vite, Non, alors. je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais, la gauche a une opportunité historique pour faire entendre des paroles alternatives. Et je crois que cette opportunité, elle est unique depuis que la gauche, de temps en temps, justement, s'est laissée Peut-être parfois vont-ils vous entendre. séduire, Non, c'est On pas- a entendu. charmer, Non, je veux dire non, parfois c'est pas se laisser par parfois charmer. cette forme Stop. de Francis, on cette comprend forme de bien. fatalité D'accord. qu'on nous a vendue depuis 90, Francis, qui était vous le voyez une néolibéralisme faiblesse. incontournable, définitif et éternel. Francis, Francis voit une faiblesse Là, dans la moi, position je de la vois- gauche vis-à-vis du marché. Là où Ça je ne vois, semble c'est pas être le cas d'Éric. consubstantiel à la gauche. Je citais tout à l'heure, Glass-Steagall, c'est Clinton. Ce n'est pas Reagan qui a aboli cette loi. Si, c'est Non, Reagan. non, c'est C'est Clinton. sous Reagan qu'on a 99. décrété Non, la dérégulation des marchés. non, on a Mais bien décrété. sûr. Non, Francis, on va laisser non, Éric Zemmour non. qui commence à Sous- s'énerver beaucoup non, là. parce que je ça trouve. c'est faux. Bon, C'est faux. allons-y. C'est sous Clinton qu'on a dérégulé Le les marché. marchés financiers. Financiers, Francis. Le marché en tant que Comme tel, c'est c'était Bérégoui, Reagan je t'assure, ou Francis. non. Bon, Clinton, attendez. 99. J'ai un peu l'impression que c'est Non, ambigu. Je trouve que c'est un tout petit peu, Mais non. Non, mais je On trouve parle que de le marché débat est financier. byzantin. Mais Je non, trouve le c'est débat pas byzantin. byzantin. Parce que Je ce sont veux des Est-ce pays que la historiques. gauche s'est prosternée devant le veau d'or? Oui. Est-ce qu'elle a fauté? Oui, c'est Pour Bérégovoy. Francis, il y a des erreurs. En France- Pour vous, c'est consubstantiel. Oui, en France, Je crois que ça en comprend le c'est débat. Bérégovoy qui a dérégulé. Ce n'est pas la droite, c'est Bérégovoy. C'est tout. Bon. Et comme aux États-Unis, Quelqu'un- c'est Bon, Clinton. Nadia Djenad voulait dire un mot. C'est des faits, ça. C'est clair, là, on voit bien Ah où oui, sont moi, les je dirais- les clivages, je tout est de dirais. la Allez, faute- on va tout laisser est de la Nadia faute de la Djenad gauche s'exprimer. quand on entend Francis, Moi, je dirais- L'apocalypse, c'est la gauche. C'est la vérité, Francis, on va laisser Nadia Djenad s'exprimer. Non, juste un mot, moi je dirais que c'est plutôt Capitalisme vertueux. S'il vous plaît. C'est pas la gauche, plutôt l'extrême gauche qui pourrait tirer profit Ah, de cette c'est autre crise chose. en France. C'est Besancenot avec son nouveau parti. Appelez-le Olivier anti- Besancenot. Voilà, Et Olivier pas- Besancenot. ensuite, Pardon, voilà, qu'il m'excuse. ouais. Olivier Besancenot et Avec son Rouillant, nouveau parti Appelez-le anticapitaliste. Jean-Marc Rouillant. qui peuvent bénéficier justement de cette crise. J'ose même un parallèle. Bon, je sais pas Mais ce que vous en bénéficierait-il pensez. de- Ce que vous en Nadir. pensez, c'est quand dans les années 30, quand il y a eu la crise de 29, on a assisté après sur le plan politique à une montée de ce qu'on appelle les partis d'extrême droite. Mais pas seulement, Là- mon cher Nadir. Et L'extrême là, on gauche peut aussi. voir maintenant Marceau les Pivert, Marceau Zironsky, et le Parti communiste. et le Parti communiste Et le allemand, Parti et le Parti communiste là, français. les Merci. partis qu'on appelle d'extrême gauche peuvent bénéficier de cette crise. Mais Et pourquoi comment- pas mais comme dans les années 30. il y a des élections européennes d'ici quelques mois, on verra bien la montée Et, de cette partie. et le parti fasciste lui-même est au départ un Bon, parti attendez, Non, on non, va non. arrêter là parce que non, mais attendez, parce que Francis, Oui, non, oui. tout ce que vous dites est bel et bon, Jean-Marc, mais ça, discipliné, je vous laisse Francis, c'est reprendre ça que j'aime votre chez débat vous, en c'est que main. vous êtes discipliné, ça m'arrange parfois. On va finir par une déclaration qui, je crois, est intéressante par rapport à notre débat. C'est le jour des citations, j'en ai trouvé une petite pour vous, mais on finira là-dessus. Après, on va parler de l'Afrique du Sud. C'est Marx. J'adore citer Marx dans une émission de télévision, c'est tellement rare. Vous allez relancer le c'est débat. vrai. Le capital a horreur de l'absence de profit. Quand il flaire un bénéfice raisonnable, le capital devient hardi. À 20%, il devient enthousiaste. À 50%, il est téméraire. À 100%, il foule aux pieds toutes les lois humaines. Et à 300%, il ne recule devant aucun crime. Je vous laisse réfléchir à ça. On va parler de l'Afrique du Sud. C'est beau comme l'antique. Hein, c'est... Non, mais c'est une bonne conclusion. C'est une conclusion, je trouve, provisoire, hélas, sur cette crise. Il y a un ministre de la Justice en Afrique du Sud qui s'appelle Monsieur Lekota, qui vient de faire une déclaration très intéressante. Il me semble, dit-il, que nous déposons aujourd'hui les documents d'un divorce. Et il faisait référence au fait qu'il venait de déposer une motion dans laquelle il souhaite constituer un nouveau parti, en dehors de l'ANC, qui est le parti majoritaire au pouvoir. Cela à la suite de la démission de Thabo Mbeki, démission un peu imposée par Zuma et ses partisans au sein de l'ANC. Alors c'est une situation, Nadia Djenad, qu'on n'a jamais connue en Afrique du Sud, et l'ANC n'a jamais connu ça. C'est quelque chose de nouveau, ça, quand même. Pas tout à fait. Tout d'abord, il faudrait juste une précision. C'est le ministre de la Défense, et non pas de la Justice. C'est le ministre de la Défense, Voilà. j'ai dit le ministre de la Justice. Voilà, ministre de la Défense. L'ANC a déjà été confronté à
à une dissidence. En 1997, déjà, à une importante personnalité de l'ANC, Bontu Olozima, avait aussi voulu quitter le parti et a fondé un mouvement qu'on appelle le Mouvement démocratique uni, donc a fait scission, et que personne connaît vraiment. Que personne ne connaît vraiment. Mais non, mais c'est juste pour une précision. Quand vous dites qu'elle n'a jamais été confrontée, en fait, c'est déjà ça a déjà existé. Donc juste pour dire que ce parti, il n'y a que 7 députés, alors qu'il 7 députés sur 400. Vous parlez de la scission. Voilà. Donc scission. Ce que vous venez de dire, c'est en fait, ça risque de se passer de la même façon pour les quotas et son nouveau parti peut-être. Oui, en fait, il faut attendre. Vous pensez que cette scission n'aura pas grande conséquence? Je pense, oui. Bon. Les rumeurs sur une possible scission de l'ANC ont commencé à courir déjà quand la direction de l'ANC a décidé de demander la démission de Thabo Mbeki. Ce ministre-là est un proche de Thabo Mbeki. Absolument. Donc il faut attendre des élections générales. Il va y avoir des élections générales en printemps prochain. On verra s'il se le présente candidat, le favori, voilà, le favori est Jacob Zuma. Donc je pense qu'il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas de scission de l'ANC. Alors Francis, vous partagez ce point de vue parce que moi j'ai lu quand même quelque part que Desmond Tutu, qui même s'il est à la retraite, dit-il, reste une voix l'une des plus respectées avec celle de Nelson Mandela dans le pays en Afrique du Sud, a quasiment pris fait et cause pour ces gens en disant je souhaite qu'il y ait une opposition maintenant à l'ANC dans le pays, ce serait plus sain. Et il a dit très clairement ce qu'il pensait de Zuma et de ses partisans. C'est pas très positif. Il y a que Mandela qui pour l'instant ne s'est pas exprimé. Mais est-ce que la prise de position de Desmond Tutu montre pas quand même qu'il y a là quand même plus qu'un danger cette fois? Non, écoutez, au fond, est-ce que le fait qu'un parti arrive, je veux dire, à ce moment de son histoire où les controverses, les débats très exigeants, souvent au sein de l'ANC, historiquement, au sein de l'ANC, il y a toujours eu des débats très vifs. Il faut se rappeler en 1955 qu'il y a eu une première scission déjà de l'ANC, qui avait créé à l'époque... Mais les nouvelles sont mauvaises, parce que... En 55, oui, ils n'étaient pas au pouvoir, mais c'était déjà l'ANC, constituée en tant que telle, qui a fait ce long chemin, cette longue marche, vers la fin de l'apartheid. On rappelle, Francis, rappelez pour les téléspectateurs qui restent d'oublier, ANC, c'est l'anagramme de l'Alliance Pan-African Congress. Voilà, en anglais dans le texte, oui, c'est-à-dire c'est le congrès l'Alliance du Congrès panafricain en français, mais congrès en anglais ça donne ANC. Voilà. Africain, voilà. Le congrès africain, voilà. Le Pan-African Congress. Et c'était en 55. Et depuis, au fond, on a toujours vu au sein de l'ANC beaucoup de controverses très vives, beaucoup de débats. C'est un parti qui a beaucoup de tendances. Ce qu'on appelle en France pour le Parti socialiste des courants, par exemple, c'est-à-dire que ça a toujours existé au sein de l'ANC. Et c'est d'ailleurs ça, je crois que c'est ce mouvement interne, cette caractéristique de l'ANC qui a permis à l'ANC d'être un parti mûr au moment de la chute de l'apartheid et d'instaurer la démocratie. C'est-à-dire quand vous allez en Afrique du Sud... La démocratie étant interne à l'ANC, dites-vous, elle est plus facile à imposer. C'est l'ANC qui a introduit donc, la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Non, la démocratie est intervenue, c'est-à-dire le multipartisme, les élections libres et la vie démocratique. Il y a beaucoup d'autres partis. Mais bien sûr qu'il y a d'autres partis en Afrique du Sud. Ils sont très faibles. Voilà. Mais ils sont autorisés. Mais Éric Zemmour, je crois. Je vous non, invite Francis, Éric Zemmour, je pense que Francis voulait vous dire que contrairement à la situation de l'apartheid, ils sont peut-être peu nombreux, mais ils sont autorisés. Mais alors ça s'appelle le multipartisme. Il y avait un parti unique, c'était un régime de parti unique. Voilà, c'est tout. Et l'ANC, parmi les blancs, il n'y avait pas deux partis. Et l'ANC était un parti clandestin. Mais je sais, j'ai D'accord. compris. Et je vous invite mais parmi les blancs, il n'y avait pas assister à des sessions parlementaires en Afrique du Sud et vous verrez, je veux dire, des leçons de démocratie que l'Afrique du Sud peut apporter au monde entier. Alors, on comprend bien. On va essayer d'aller un peu plus vite là. Moi, la question que je voudrais poser. Non, Francis, allez, de répondre à votre question. Je vais dire simplement qu'il faut peut-être dédramatiser ce qui se passe au sein de l'ANC. C'est vrai je crois qu'il y a une réaction émotionnelle du monde entier par rapport à ce qui se passe. Nous sommes simplement en train d'entrer dans l'ère post-Mandela, avec la démission de Thabo Mbeki et cette scission probable de l'ANC. Vous croyez que c'est probable cette scission? Oui, je crois que l'affaire est assez avancée. Catégorique que oui, l'affaire est assez avancée et pourquoi pas. Simplement, ça va permettre peut-être à l'Afrique du Sud de se retrouver devant une nouvelle épreuve, salutaire pour son avenir. C'est que il y a une sorte d'arrangement politique interne au lendemain de la fin de l'apartheid pour que le parti majoritaire, donc l'ANC,
majoritaire par le nombre, majoritaire, c'est-à-dire one man, one vote, c'est-à-dire un homme, une voix, c'est-à-dire continuent, produisent en quelque sorte le chef de l'État du pays régulièrement. Aujourd'hui, on verra peut-être un équilibre se faire davantage sur l'échiquier politique avec l'émergence d'autres partis, qui ne sont pas forcément, je veux dire, à même c'est pas forcément négatif. En gros, vous dédramatisez la situation, quoi. Je dédramatise et je dis que la scission est douloureuse parce que, historiquement, il y a un attachement, je dirais, presque universel à l'histoire de l'ANC, à l'histoire de Mandela, donc. Oui. Au-delà du symbole, vous dites qu'on rentre dans une ère politique normale en Afrique du Sud. Ferme une partie de l'histoire de l'Afrique du Sud. Nous entrons dans l'ère post-Mandela. Bon, alors, on va Éric Zemmour, enfin, parce que j'ai une démocratie multipartie, quoi. C'est pas sérieux. Ça n'était pas avant, Francis. Excusez-moi. Mais c'est pas sérieux de dire ça. Mais si, c'est très sérieux. Il n'y avait pas de démocratie traditionnelle. Non, bah, je sais. C'est très sérieux par là. C'est très sérieux. Ça t'embête, mais c'est très sérieux. Aller assister à des campagnes électorales en Afrique du Sud, aller assister à des élections, aux sessions parlementaires, à la vie démocratique. Un parti qui domine à ce point, pour moi, c'est pas démocratique. On est parti d'un parti. On s'arrête une seconde. On est parti d'un parti unique en Afrique du Sud, avec un régime des plus odieux, l'apartheid. Il n'y avait pas la liberté de la presse. Il n'y avait pas de multipartisme, il n'y avait pas de pluralisme politique. Nous sommes entrés en démocratie après 90 et vous dites, vous assimilez pratiquement l'ANC à un parti unique. Oui, c'est un quasi-parti unique. C'est une insulte à l'histoire. Je pense que Francis et Eric, je pense qu'il faut faire dire aux mots ce qu'ils veulent dire. Attendez, mais non, c'est pas un mensonge. C'est un quasi-parti unique, Francis. C'est pas insultant historiquement. Éric Zemmour, je pense qu'il faut peut-être pas jouer sur les mots. Pour beaucoup de gens, quand on parle de parti unique, c'est que la loi constitutionnelle signifie qu'il n'y a un seul parti dans un État, dans une nation. Bon, est-ce que vous serez d'accord pour dire que peut-être que l'ANC était le parti représenté et quasiment le seul sur l'échiquier politique, mais que depuis que l'apartheid n'existe plus en Afrique du Sud, il n'y a pas dans la Constitution la reconnaissance d'un parti unique. Mais il y a plusieurs partis. Excusez-moi. Non, mais c'est pour que les choses soient claires. C'est pour que les choses soient claires. Claude Régent. Il y a un grand parti dominant. Et quand un parti dominant domine depuis déjà quelques années, la nature des choses fait qu'il y a une scission qui arrive. Mais ça, c'est tout à fait évident et naturel. C'est normal. Et que ça soit, alors après on interprète, etc., avec nos yeux, etc. Bon, l'essentiel est là. Il y aura sans doute deux partis. C'est vrai que ça sera un progrès. Quoi qu'on en dise. Parce que sous les régimes communistes aussi, il y avait. Du Sud n'est pas une démocratie. Mais sous les régimes communistes, ce qu'on appelle démocratie. Si chez nous l'UMP faisait 80%, on dirait pas pour autant que c'est pas une démocratie. Oui, mais ça se poserait un problème quand même. C'est tout ce que je dis. Du temps de Gaulle, le problème se posait. Non, il faisait pas 80%. Non, 80, non. Non, c'est pas la même chose. Et du temps des régimes communistes, il y avait des petits partis autour. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que vous voulez. Le fait que la droite française ait dominé la vie politique pendant 25 ans jusqu'en 81, jusqu'à l'arrivée de la gauche, par exemple, ça ne signifiait pas qu'on était un parti unique. C'était une démocratie. Le fait qu'il y ait aujourd'hui une scission de l'ANC, ça fera simplement un parti de plus. Mais je veux dire, il y a plusieurs partis politiques. On va aller un peu plus loin parce qu'il me semble que bon, tout le monde a bien compris ce que vous voulez exprimer les uns et les autres. Francis, du pluralisme politique et une démocratie. On comprend bien. Je crois que tout le monde a compris ce que vous vouliez exprimer. Moi, je voudrais poser une question pour l'avenir. Éric Zemmour, je voudrais poser une question pour l'avenir. Vous allez voir qu'on continue le débat, mais comme on a de moins en moins de temps, il faut que je me dépêche. C'est Zuma, le nouvel homme fort de l'ANC, et ce qui explique peut-être ce début de scission. Mais Zuma, il s'appuie sur quoi? On a parlé beaucoup de corruption, on a parlé de beaucoup de choses, certes, mais il s'appuie aussi sur une situation sociale qui est assez désastreuse pour une majorité de la population sud-africaine. À tort ou à raison. Certains le traiteront de démagogue, de tribun du peuple, c'est possible. Mais la réalité est là. Pardon. Alors moi j'ai envie de poser une question à Claude Régent, qui est comme le plus âgé parmi nous, donc forcément le plus raisonnable, qui va avoir une réponse. Qu'est-ce que vous en savez? Tout à fait exact. Il faut bien présenter un peu. C'est pour détendre l'atmosphère. C'est pour détendre l'atmosphère. Zuma s'appuie sur cette situation sociale, donc il s'appuie aussi sur des hommes et des femmes qui souffrent, qui sont la masse de la population. Et on a un peu l'impression, vu de l'extérieur, peut-être que je me trompe, que des gens comme Thabo Mbeki ou ceux qui veulent faire la scission s'appuient sur les élites. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à quelque chose de toujours dangereux en démocratie? C'est-à-dire, d'un côté, des élites qui sont séparées du peuple, et de l'autre côté, des démagogues qui sont proches du peuple. C'est une situation grosse.
de désordre. Non, je crois pas. L'avantage, c'est que le dernier mot est aux électeurs. Moi, je suis jamais inquiet dans ces cas-là. Ben, les élites, si les gens votent pour eux, ben, on dit que c'est des élites comprises par la masse populaire, et inversement. Non, en plus, l'opposition, moi, je sais pas ce que c'est maintenant, les masses populaires, les élites, franchement. Ni les masses impopulaires. Non, mais voilà. Vous ne reconnaissez pas dans ces distinctions. Non. Éric Zemmour non plus, ne reconnaît pas dans ces distinctions. Non, moi, ça m'intéresse un double titre. D'abord, si vous voulez, qu'est-ce que ça a été l'ANC? Ça a été un peu de façon comparable aux États-Unis, mais avec une histoire différente évidemment, c'est-à-dire la possibilité de faire émerger une élite noire dans un système verrouillé par l'élite blanche. C'est ça qui était intéressant, comme aux États-Unis avec d'autres moyens, mais c'était la même chose aux États-Unis d'ailleurs, il y avait l'apartheid, etc. avant les années 60, c'était à peu près la même chose. Et on a fait monter une élite noire, et donc qui s'est alliée à l'élite blanche existante. Et elle a laissé, je crois que Zuma, c'est le représentant d'un prolétariat noir qui se sent délaissé par cette élite noire. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'en Europe, c'est un peu la situation de toutes les social-démocraties européennes qui aujourd'hui se coupent en deux. Sur l'exemple allemand, sauf le Parti socialiste français, justement, c'est un de ses problèmes. Ça viendra peut-être. Ça, exactement. C'est qu'on voit bien, là, l'exemple allemand est le plus emblématique, c'est-à-dire qu'il y a la ligne Schröder et la ligne La Fontaine, Linkspartei de La Fontaine. Expliquons pour que les spectateurs ne connaissent pas forcément la ligne par cœur. D'un côté, il y a un parti de gauche qui se réclame de la classe ouvrière, c'est La Fontaine. Et qui refuse les conséquences de la mondialisation sur le salariat et la classe ouvrière allemande, c'est la Fontaine. Et puis de l'autre côté, il y a la social-démocratie plus classique. Il y a les sociolibéraux européens qui a voulu adapter l'économie de leur pays à la mondialisation et aux conséquences de la mondialisation. Et j'ai l'impression que l'ANC vit un peu cette même rupture avec cette scission aujourd'hui. Alors, sans être oiseau de mauvais augure, en France ou en Europe, on n'aura bientôt que des pauvres avec la crise, comme ça va changer complètement. Il y aura plus d'élite, ce sera réglé. Non, mais je le dis presque. Vous n'aimez pas cette distinction entre non, parce que je crois que population et élite. Ben oui, qui est pauvre, qui est riche, où est la limite? C'est vrai. On a parlé d'élite, on n'a pas forcément parlé de richesse en l'occurrence. L'élite, ça peut. Il y a des tribuns, je dirais, qui viennent de la base et qui sont excellents. Mais Claude, vous sous-estimez ce qui s'est passé depuis 20 ans et qui est que dans la mondialisation, il y a eu un effet, justement, ce que Chevènement appelait les élites mondialisées, c'est-à-dire qu'il y a eu un décalage entre des élites qui raisonnaient globalisation, qui résonnait au niveau mondial et qui ne s'intéressait de moins en moins au sort des populations. C'est ceux qui sont en train de se planter. Exactement. Donc cette dichotomie n'est pas complètement opérationnelle. Voilà. Oui. Vu comme ça, oui. Voilà. Alors, je vais demander à la régie d'avoir la gentillesse de me dire combien de temps il nous reste d'émission. La banlieue, ça, justement, c'est le même sujet. On me dit. Alors, écoutez, c'est assez affreux parce que c'est bien ce qui me semblait. Nous avons terminé l'émission. Donc désolé, on voulait parler de la banlieue et de la DSU, dotation de solidarité urbaine. Je pense que malheureusement le problème sera encore là la semaine prochaine. On s'engage un peu à en parler parce que c'est tout aussi important. Voilà, on est désolé, on s'est laissé emporter par l'enthousiasme. Pourtant, on avait quelqu'un d'expérimenté et d'assez âgé pour nous aider. Le vieux sage Claude Régent était là, mais il n'a pas su tenir les rênes du cheval qui s'est envalé. Voilà, bonne semaine, à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Au revoir.